really, these talks are about Cette conversation a comme thème la vie de tous les jours, tout simplement. and how peace can be the underlying current in daily life. Et comment la paix peut être le courant sous-jacent de notre vie quotidienne. What it's pointing at is that Elle our mettra true en nature évidence le fait que la paix est notre véritable nature et que la vie quotidienne peut être vécue de manière telle que la paix devient pour nous un état continuel, ininterrompu. Et ce, quelles que soient les circonstances du moment. sometimes pleasure, sometimes pain. Une fois, ce sera du plaisir, d'autres fois, ce sera de la souffrance. C'est la nature du flux de la vie. Flow of life is always changing. Which Le means flux de la vie change continuellement, ce qui veut dire que le changement sera parfois en alignement avec nos préférences, et ce sera alors du plaisir dans l'instant, et parfois ce changement ne sera pas en alignement avec nos préférences, et ce sera de la souffrance dans l'instant. So this idea that life is one day going to be pleasure, pleasure, Cette pleasure, idée donc pleasure, que pleasure, la vie ne sera un jour que plaisir, plaisir, plaisir est tout simplement un idéalisme de l'esprit, fondé sur notre idée selon laquelle notre bonheur dépend du plaisir et toujours du plaisir. the reality of life is that it is La pleasure, réalité pain, de la pleasure. vie, c'est plutôt plaisir-souffrance, dans des degrés différents et suivant un ordre différent. La vie n'est jamais constamment du plaisir ou constamment de la souffrance. And so if we realize that our idea is that I need pleasure, pleasure, pleasure in order to be happy, I need Comme the others to vous do vous what I en êtes want rendu them to do all the compte, time. notre idée c'est plaisir, 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 pour que je puisse être heureux. Il faut que les autres fassent ce que je veux qu'ils fassent tout le temps, c'est-à-dire du plaisir pour moi, et il faut que je fasse ce que les autres veulent que je fasse tout le temps, c'est-à-dire pas de souffrance pour les autres et donc du plaisir pour moi. Mais si nous faisons dépendre notre bonheur de cette idée du plaisir, alors nous serons frustrés dans la vie, parce que la vie n'est pas toujours conforme à nos croyances. And the good news is that our happiness isn't available in the way we think it is. La bonne nouvelle est que notre bonheur ne dépend pas de l'idée que nous nous en faisons. Donc la formule qui veut que mon bonheur sera là lorsqu'un jour dans le futur je connaîtrai le plaisir ultime, lorsque la vie ne sera plus que plaisir, la bonne nouvelle est que cette croyance est une fausse croyance. Parce que si c'était vrai, cela voudrait dire que je ne pourrais pas être continuellement heureux dans la vie. And so, if happiness isn't to be found in the Si le flow of bonheur life, ne peut donc happiness être is to be trouvé dans found le flux de la vie, si le bonheur ne peut être trouvé dans le fait pour nous d'avoir du plaisir en continu, alors qu'est-ce que le bonheur humain? Et l'explication ici est que le bonheur humain est une attitude à adopter face au flux de la vie. C'est notre relation à la vie, instant après instant. the attitude that seems to be ingrained in L'attitude qui semble être ancrée en nous en tant que race humaine peut se résumer ainsi. Je suis un corps, je suis séparé du reste, je contrôle tout et il me faut du plaisir et du plaisir. Et c'est cette attitude que j'appelle le faux sentiment d'être l'auteur de mes actes. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, ceci est la photo de Ramesh, qui était mon enseignant. Il habitait en Inde, il est mort en 2009 et une partie de ce que je partage avec vous vient de ce qu'il enseignait lui-même tous les jours chez lui à Mumbai. Son enseignement était, d'après mon expérience, d'une telle profondeur, d'une telle précision, que chaque fois que je pensais avoir trouvé une meilleure manière de l'expliquer, je me rendais compte que j'avais tort. Et du coup, maintenant, je ne fais que répéter ce qu'il a dit. but based on my Mais own en me basant sur ma propre expérience. Il se trouve que ce qu'il enseignait était une explication précise, un ensemble de descriptions précises de ce qui nous est naturel à nous tous.
Quiconque réalise sa propre nature prendra conscience que ces descriptions proviennent de cette connaissance directe. Ces descriptions ne sont pas la vérité elle-même, elles ne font que décrire ce que la vie peut être quand elle est vécue à partir de cet espace intérieur. So, having said that these descriptions come from my own experience where suffering has fallen away, comme je l'ai dit, ces descriptions viennent de ma propre expérience et de la disparition de ma propre souffrance. Mais il vous incombe à vous, en tant qu'individu, d'évaluer si ces concepts sont exacts, ce qui requiert une investigation de votre part et une mise à l'épreuve de ces concepts dans votre vie quotidienne. Et ça peut être quelque chose de plaisant à faire. Ce qui veut tout simplement dire que vous mènerez votre vie comme vous le feriez d'habitude, mais en observant ce qui se passe. Prenez par exemple le concept selon lequel « je suis malheureux » signifie qu'il y a souffrance pour moi à un moment donné. Sachant que la souffrance se manifeste sous forme de culpabilité, de reproche, d'orgueil, d'inquiétude et d'attente. Vous prenez ce concept donc et vous l'utilisez quand vous vous trouvez dans une situation en train de reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il a fait et qui vous a blessé. La pensée, ça c'est un reproche, se présentera alors à votre esprit. Je reproche à quelqu'un d'autre ce qu'il ou elle a fait d'après moi de son propre gré et qui m'a blessé. Je prends cet acte comme une attaque à l'encontre de qui je suis, ce qui m'enlève le plaisir dont je pense avoir besoin. Et vous cochez alors la case à côté de ce concept. Vous l'aurez ainsi examiné à partir de votre propre expérience. Et vous menez ensuite la même investigation pour les autres concepts, et ils sont nombreux. Petit à petit, vous examinez de plus en plus de concepts, et à chaque fois avec de plus en plus de profondeur, jusqu'à ce que votre compréhension, qui était purement intellectuelle au début, devienne un savoir intuitif. Souvent, ces concepts sont des concepts qui vont à l'encontre de ce que nous pensions être vrai. Et donc, au fur et à mesure de notre investigation, on arrive à voir que si un concept est vrai, par défaut, son opposé ne peut l'être, et il commence alors à se dissoudre. Donc, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est notre attitude face au flux de la vie. Il y a une attitude qui dit « je suis un individu séparé du reste et j'ai le contrôle de mes actes », tout comme les autres sont séparés du reste et ont le contrôle de leurs actes. Et j'ai besoin du plaisir, du plaisir, du plaisir. C'est une attitude qui mène à la souffrance. L'autre attitude, c'est l'attitude de celui qui n'a pas le faux sens d'être l'auteur de ses actes. Cette attitude n'étant à vrai dire rien d'autre que la dissolution de la première. Et c'est avec cette attitude que notre véritable nature se révèle à nous. Avec cette attitude, on se contente en effet d'observer la vie. On se contente d'être témoin du flux de la vie, instant après instant, telle qu'elle est destinée à se dérouler. Vu sous cet angle, il est clair que tout ce que ce corps est en train de faire, il le fait parce que ça fait partie du flux de la vie. Ce n'est pas le corps qui orchestre le flux de la vie. Pareil pour autrui qui fait lui aussi partie du flux de la vie. Du coup, autrui et moi, nous ne sommes pas des ennemis, mais deux individus qui font partie du flux impersonnel de la vie telle qu'elle se déroule instant après instant. Nous sommes deux individus qui sont conscients que, quelle que soit la souffrance du moment, elle fait partie du flux de la vie, de ma propre destinée et de celle de l'autre. And from that perspective, the other no longer hurts me because of their own volition. Vu sous cet angle aussi, l'autre ne peut plus me blesser de son plein gré. C'est plutôt le destin voulu par la vie que de présenter cette souffrance à moi à cet instant-là, et c'est le destin de l'autre que d'infliger cette souffrance.
La question qui vient à l'esprit, c'est de savoir sur quoi nous nous fondons pour dire qu'autrui n'a pas le contrôle de ses actions et que je n'ai pas le contrôle de mes actions non plus, que je ne suis pas séparé du reste et qu'autrui ne l'est pas non plus. From an awakening perspective, where in the moment there is Nous en prenons conscience quand survient l'éveil, lorsque, dans l'instant, la conscience se reconnaît elle-même, car il devient alors clair que ce que je suis et que j'ai toujours été est à vrai dire une conscience dans laquelle chaque instant se manifeste de façon spontanée. Il devient clair que tout ce qui arrive d'un instant à l'autre arrive de façon spontanée et non pas du fait de tel ou tel acte à tel ou tel moment. Ce n'est pas l'argument le plus adéquat à mettre en avant parce qu'en l'absence d'une perspective d'éveil, nous sommes obligés de reconnaître ce fait aveuglément. So there is another way of coming to see that myself and the other are not as much in control. Mais même en l'absence d'une perspective d'éveil, il y a une autre manière d'arriver à voir que moi et autrui, nous n'avons pas le contrôle que nous pensions avoir. L'argument ou le concept étant le suivant. Quoi qu'une personne fasse dans l'instant, son acte est toujours le résultat des circonstances dans lesquelles il se trouve et qu'il ne contrôle pas, le résultat de ce qu'il est à un moment donné. Cette association entre qui je suis plus les circonstances dans lesquelles je me trouve produit une action, une pensée, un sentiment. Elle produit ce qui se passe par la suite. Et ce qui se passe, mettons une action ou un comportement, sont normalement supposés être mes actions, mon comportement. Si c'est une bonne action, le faux sens d'être l'auteur de mes actes se sentira fier d'avoir accompli une bonne action. Et si c'est quelque chose qui cause de la souffrance à autrui, ce faux sens d'être l'auteur de mes actes se sentira coupable. Le véritable mécanisme derrière ce faux sens d'être l'auteur de mes actes et la manière dont les choses arrivent est particulièrement clair. Ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de qui nous sommes à cet instant-là et des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et qui nous sommes est le résultat de nos gènes et comment nous avons été conditionnés jusque-là. Rappelez-vous qu'il n'est pas ici question de science. La vraie explication est que ce qui se passe en ce moment n'est pas de mon fait. C'est une création divine, spontanée, qui se manifeste dans la conscience, qui est faite de conscience et reconnue par la conscience. Tout ce qui se passe à un moment donné se passe conformément à la volonté de Dieu. Cependant, étant donné que ce n'est pas quelque chose de nécessairement reconnaissable, nous allons faire appel à un autre indicateur plus pratique. Un indicateur sous forme d'explication causale que nous pouvons observer et évaluer par nous-mêmes. Il n'est donc pas question ici de science nécessairement. Who we are in the moment is a result of our genes and up-to-date conditioning. Ce que nous sommes à un moment donné est le résultat de nos gènes et comment nous avons été conditionnés jusque-là. Notre structure génétique, tout comme notre corps, est quelque chose que nous ne contrôlons pas. Le corps est le résultat d'union entre deux parents, union qu'il ne contrôlait pas. Et depuis le moment où il a été conçu, il a commencé à subir le processus de conditionnement et les influences de la vie instant après instant. And that up-to-date conditioning is multi-level. Ce conditionnement se fait à plusieurs niveaux. Intellectuellement d'abord, par le biais des croyances venant de la société, de la famille, de l'école, des amis. Et puis il y a les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Des circonstances qui peuvent être traumatisantes ou agréables. Et ces expériences de la vie, instant après instant, font alors qu'un être humain devient ce qu'il est. L'analogie ici serait d'imaginer un gros bloc de pierre sur lequel un sculpteur donne des coups à l'aide d'un marteau et d'un burin. Et à chaque fois que le sculpteur donne un coup dans le bloc de pierre, il lui fait changer légèrement la forme.
Ce qui fait qu'après des milliers de coups, le bloc de pierre devient ce qu'il est supposé devenir. Et à n'importe quel moment dans le temps, le bloc de pierre est le produit de sa nature originale, plus tous les conditionnements qu'il aura subis jusque-là. C'est ça l'analogie qu'on peut établir avec un être humain. Nous sommes exactement ce que la vie a fait de nous. Nous sommes à n'importe quel moment de notre vie à l'instar d'un produit chimique. Un produit chimique est fait pour être exactement ce qu'il est. Si vous mélangez tel ou tel produit chimique à un autre produit chimique fait pour être exactement ce qu'il est, vous créerez une réaction. Et cette réaction n'est pas personnelle. Les produits chimiques ne choisissent pas leur réaction. Ils réagissent en fonction de leur structure et de leur façon de s'assembler. Vous pouvez avoir deux produits chimiques qui sont complémentaires ou deux produits chimiques qui auront une réaction volatile. Et cette réaction est une réaction totalement impersonnelle. Ce que nous disons ici donc, c'est qu'un être humain est comme un produit chimique. S'il est mis dans un environnement particulier, il ne pourra pas produire autre chose que la réaction qu'il est supposé produire. Nous pouvons regarder les réactions avec du recul et voir que telle ou telle réaction était ce qu'elle était parce que la personne était exactement ce qu'elle était supposée être à un moment donné. Une fois que nous avons compris ça, nous ne pouvons plus dire consciemment « j'aurais dû agir autrement ». Dire « j'aurais dû agir autrement », c'est ne pas reconnaître ce qui vient d'être dit. « J'aurais dû agir différemment » est une imagination de l'esprit qui veut me faire croire que je n'étais pas ce que j'étais à ce moment-là, mais quelque chose de différent. Cette manière de comprendre peut également être appliquée à autrui. Autrui a réagi exactement comme il était supposé réagir dans telle ou telle situation. Vu sous cet angle donc, je peux voir que ce que je pense relever de mes actes est à vrai dire le résultat de mes gènes, de mon conditionnement et des circonstances dans lesquelles je me trouve et qui ne sont pas de mon fait. Je peux voir que je n'ai pas le contrôle de qui je suis. Oui, mais j'ai choisi de fréquenter telle ou telle école, me dirait mon esprit. J'ai choisi d'être ami avec tel ou tel. Ce que je vous suggère, c'est que ce choix est le produit de qui vous étiez et des circonstances dans lesquelles vous vous trouviez à un moment donné dans votre vie. Ce qui veut dire que votre choix ne pouvait pas être différent. Quand on considère les choses sous cet angle, on voit que la vie est ce qu'elle est à un instant donné à cause, disons, du Big Bang, si vous voulez avoir une explication théorique du début. Quel est le produit d'un ensemble de répercussions en chaîne qui se sont succédées, le produit de quelque chose d'impersonnel. And when we look at suffering, which is human unhappiness, what's it based on? Quand on regarde la souffrance qui fait le malheur des humains, d'où vient-elle? Un système de croyances, une attitude, une relation à la vie qui prend celle-ci de façon tellement personnelle. You hurt me, I hate you. Vous m'avez blessé, je vous déteste. Je vous ai blessé, je me déteste. Look at what I did. What a great result. How good am I? Regarde ce que j'ai accompli. Quel beau résultat. Je suis bon, non? And this false sense of self, meaning Et ce faux sens d'être l'auteur de mes actes, voulant dire par là la croyance selon laquelle j'y suis pour quelque chose, alors qu'en réalité la vie a lieu tout simplement. Ce faux sens d'être l'auteur de mes actes crée une idée de ce qu'est mon moi, qui l'emporte ainsi sur ma vraie nature, créant du coup ses propres exigences. Des exigences qui ont essentiellement à voir avec le plaisir. Et à la base de ce besoin de plaisir, ce qu'il y a en réalité, c'est notre besoin d'amour.
Ensuite, notre vie suit son bout de chemin fait de je devrais et je ne devrais pas, basé sur ce que nous pensons être le moyen le plus efficace pour nous de contrôler la vie et d'obtenir ce que nous pensons nous manquer pour enfin combler notre sentiment de malaise. And it is an uncomfortableness with oneself because we've forgotten our true nature. And so, if we've forgotten our true nature, Un malaise qui vient du fait d'avoir oublié notre véritable nature. Et lorsqu'on oublie notre propre nature et qu'on se met à croire quelque chose sur nous-mêmes que nous ne sommes pas, il est normal qu'on se sente mal à l'aise. Ce malaise se manifeste ensuite sous forme d'un sentiment de manque, d'un sentiment de mécontentement. La recherche constante du plaisir est donc simplement le résultat d'une conclusion qui procède elle-même de la même erreur, à savoir ce que nous pensons être nécessaire à notre accomplissement et notre bonheur. Pour récapituler donc, disons que la souffrance existe parce que la vie est prise de manière personnelle et parce que nous pensons que nous avons besoin d'amour. the good news once again, because this is actually all about good news. La bonne nouvelle, encore une fois, car il ne s'agit ici que de bonnes nouvelles, est que notre véritable nature est amour, totalité, paix. And that in being what we are, everything is just fine. Nothing needs to change. En étant juste ce que nous sommes, tout est bien. Rien n'a besoin d'être changé. Rien qui relève de ce moment n'est à exclure. Tout concorde parfaitement bien. Tout semble faire partie de cette création divine, de cette dualité. Une dualité en surface, car en profondeur, on peut la reconnaître comme étant une seule manifestation, une création non duelle. Il y a d'un côté l'apparence, de l'autre la nature fondamentale. Just like in physics, we have mechanical C'est exactement comme en physique, où nous avons la physique mécanique qui, en surface, semble être une question de cause et d'effet, tandis que la physique quantique, quand on la comprend, semble être totalement différente de la physique mécanique. Et pourtant, les deux physiques coexistent. The scientist who throws out mechanical physics because they hold Le on scientifique qui rejette la physique mécanique parce qu'il tient au principe quantique est incapable de fonctionner dans la vie là où des règles mécaniques sont apparemment réelles. And similarly, a mechanical physics De la même manière, en physique mécanique, le physicien qui ne voit que la mécanique ne peut pas vraiment comprendre la nature de la physique. and in the same way, life is this paradox that in experience C'est le même paradoxe que nous avons dans la vie. En tant qu'expérience, la vie est faite de séparation et de dualité. C'est un monde où il y a la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, le mal et le bien, le grand et le petit, les femmes et les hommes. Et c'est la nature des choses. if there's kindness, there will be evil. Comme il y a la gentillesse, il y a la méchanceté. From a recognition that the nature of life is duality, Mais en prenant conscience que la vie est une dualité, les extrêmes ne paraissent plus comme des opposés inacceptables, mais plutôt comme deux bouts d'une même réalité, qui font partie de la nature de la vie. Ce qui fait que lorsque quelque chose de terrible arrive dans la vie, ça ne devient pas quelque chose de bien pour autant, mais au moins ça devient compréhensible. so there is no internal resistance to what has happened because it's Car seen to il be n'y a part of the plus en story effet of de life. résistance intérieurement à ce qui se passe. Ce qui se passe semble faire partie du cours de la vie, de la dualité de cette vie où toutes les extrêmes ont leur place. Biologically, whatever happens is going to be either pleasurable or painful. Attitudinally, Biologiquement, quoi qu'il arrive, ça sera toujours soit le plaisir, soit la souffrance. Et au niveau de l'attitude, ça sera toujours soit l'acceptation, soit la résistance. Ça dépendra de notre manière de voir la vie. Quand on résiste à ce qui s'est passé, ça veut dire que nous refusons fondamentalement que ce qui s'est passé puisse faire partie de la vie. Une attitude qui a pris du recul par rapport au bien et au mal voit que le bien et le mal existent et accepte qu'il en soit ainsi de la nature du monde du manifesté. L'acceptation n'étant rien d'autre que l'absence de la non-acceptation.